Je m'appelle Yves Kissomé, je suis un acteur politique de ce pays. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique active. 1 milliard de dollars tous les 5 ans pour élire un président de la République. Est-ce que les Congolais ont besoin de dépenser? C'est l'argent que vous payez, que nous payons, que tout le monde paye. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Si je vous dis ça, vous allez sourire, parce qu'aujourd'hui, l'image de la politique, c'est que tout le monde est là pour chercher à gagner de l'argent. Nous, on n'est pas entré en politique pour ça. Mon objectif dans la vie n'a jamais été de devenir millionnaire. Bien sûr, on aspire tous à bien vivre. Les caciques de la classe politique ne torpillent pas, parce qu'ils sont, vous savez, hein, on a connu ça au FCC, à la MP à l'époque, toujours prêts. Hein? Ce sont des lions qui rôdent, cherchant qui dévorer, cherchant comment dévorer la première ministre aujourd'hui. Ils cherchaient comment dévorer Matata Ponyo à l'époque, hein, parce qu'il faut le remplacer. Vous voyez, donc ôte-toi de là que je m'y mette. Moi, je souhaite... Kabila ne dormait pas pour la situation de l'Est. Si le président Tshisekedi était un mauvais gestionnaire économique, je vous dis que le franc congolais serait déjà à 5000 francs le dollar. L'Est, c'est très compliqué et très simple à la fois. Je suis sûr d'une chose, le président Tshisekedi ne dort pas par rapport à la situation de l'Est. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Cette émission des élites qui reçoit pour vous les Congolais qui viennent réfléchir sur leur pays et le bien-être de la République démocratique du Congo et des Congolais. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? La constitution congolaise est qualifiée aujourd'hui d'une constitution de belligérants, constitution des Congolais par les étrangers et pour les Congolais. Est-ce qu'il y a nécessité de changer cette constitution ou de la réviser tout simplement? Nous en parlons. Avec qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui? Nous allons commencer par cet élément qui pourra peut-être illustrer ce qu'il est réellement et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie, image. Je relèverai combien l'honorable Némoana Tsemi et son Boudou Dia Congo marchent à contre-courant de l'héritage politique Congo dont la RDC peut s'enorgueillir. Je pense à Paul Panda Farnana, ce grand Moukongo, le proto-nationaliste qui, vraiment le premier, au début du XXe siècle, a évoqué la cause nationaliste congolaise. Je pense à Simon Padi, je pense à Simon Kimbambu et à Joseph Kasavubu, que Patrice Emery Lumumba suivit dans son élan indépendantiste pour la République démocratique du Congo. Non, le Bas-Congo ne sera jamais le Kosovo ou le Timor oriental. Il ne sera jamais le Kurdistan. Il demeurera cette province pacifique de la République démocratique du Congo. Et je me battrai avec d'autres. Un instant. On Emery Okunji, encore une fois, je vais demander au service de l'ordre pour que vous serviez d'exemple pour tous les autres. Parce que le droit, attendez. Asseyez-vous, Emery Okunji. Mais, vous protestez par rapport à quoi? Assoyez-vous. Il ne faut pas ici donner vos capacités à étaler ce que nous ne voulons pas étaler devant tout le monde ici. Quand on vous dit que votre collègue est en train de parler, vous devez vous taire. Quand il dit que le Bas-Congo ne sera jamais le Kosovo, le problème il est à quel niveau? Il a trahi qui en disant ça? Maintenant, je vous pose la question. Quand lui, député élu de Kinshasa, originaire du Bas-Congo, il dit que le Bas-Congo ne sera jamais le Kosovo. Vous êtes élu de Loubefou. Et vous dites qu'il trahit qui? Il a trahi qui? Voilà. Poursuivez maintenant.
Poursuivez. Je terminais, Monsieur le Président, en disant non, le Bas-Congo ne sera jamais le Kosovo. Il ne sera jamais le Kurdistan ou le Timor oriental. Il demeurera cette province pacifique de la République démocratique du Congo et je me battrai avec d'autres pour que les injustices et les souffrances que subissent les Bas-Congo cessent et que le poids économique de cette partie de la République, profite au Bas-Congo comme aux Congolais en général. Je vous remercie. Il a donné sa jeunesse à la République démocratique du Congo. C'est un acteur politique, c'est un ancien député national. C'est aussi un ancien ou encore un ex-vice-ministre des Affaires étrangères. Il s'agit bien de M. Yves Kisombe. M. Yves Kisombe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonjour peut-être pour certains, d'autres qui nous suivront. Isaac Mutombo, merci. Merci de m'honorer par votre invitation. Yves Kisombe, s'il faut présenter l'homme et que vous puissiez, s'il faut que vous puissiez vous-même vous présenter, qu'est-ce que vous dites de vous en 1 minute? J'aime bien dire, c'est ma prétention en tout cas, que je suis un patriote congolais. Je m'appelle Yves Kisombe, je suis un acteur politique de ce pays. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique active, mais en réalité, c'est depuis mes 17-18 ans, en m'engageant au MPR fait privé, dont mon père était le président fédéral de Kinshasa, avec le vieux Banza Mukalai comme président national du MPR fait privé au début de la démocratisation. Mais par la suite, c'est après les études universitaires, parce que je voulais devenir avocat, c'est bien après ça que je me suis engagé au MLC, et où Jean-Pierre Bemba avait senti en moi, trouvé en moi des qualités pour un rôle politique important, puisque c'est à 30 ans, quand j'avais 30 ans, qu'il m'a pris comme juriste au cabinet. Il dirigeait une commission de 7 ministères comme vice-président, chargé de la commission économique et financière. Délice Essanga était le directeur de cabinet. Jean-Pierre Bemba m'a envoyé chez Délice Essanga pour être intégré dans le cabinet. Et j'ai été intégré comme chargé d'études juridiques. Il en avait 2 comme vice-président, donc j'étais directement rattaché au vice-président, sous l'autorité du directeur de cabinet. Et j'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai appris le fonctionnement de l'appareil d'État en RDC. Et c'est comme ça que je connais tout ça aujourd'hui. C'est parti de là. Mais tout en étant au cabinet de Jean-Pierre Bemba, j'ai été nommé parce que je faisais déjà de la prestation médiatique en conséquence. Je commençais à être connu dans l'opinion congolaise. Et Jean-Pierre Bemba estimait que je faisais très bien ça. Et il m'a nommé en 2005, à 32 ans, secrétaire national chargé de la presse, de la communication et du marketing politique. Et puis voilà, la vie a continué. Vous êtes de cette vague de la jeunesse congolaise qui a amené à la télévision un débat scientifique. Quel était réellement le secret de M. Yves Kisombe et des jeunes de cette époque-là pour que vous puissiez accrocher, pour que vous puissiez aussi séduire la population congolaise? Oui, Isaac Mutombo, c'est la passion. Il faut aimer ce que l'on fait, pas faire ce que l'on aime. Okay. C'est pas la même chose. La politique, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Si je vous dis ça, vous allez sourire, parce qu'aujourd'hui, l'image de la politique, c'est que tout le monde est là pour chercher à gagner de l'argent. Nous, on n'est pas entré en politique pour ça. Mon objectif dans la vie n'a jamais été de devenir millionnaire. Bien sûr, on aspire tous à bien vivre. Même l'avocat, il peut gagner des procès, gagner des millions. Mais le métier d'avocat, dans sa philosophie, c'est pas pour absolument faire de vous quelqu'un d'extrêmement riche. Ce sont des métiers de la société, des métiers au service des autres. C'est pour ça que l'avocat, dans sa formation, il est obligé de défendre la veuve et l'orphelin. C'est la même chose en politique. C'est un sacerdoce, c'est une vocation. Bien sûr, quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, on a une dotation. On n'a même pas besoin de faire des malversations pour bien vivre. Quand on est ministre, on est bien payé. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'il faut des millions? Vous n'avez pas honte.
les millions, on les gagne dans les affaires. Okay. Comment est-ce que vous pouvez être un homme politique, être ministre ou être DG ou je ne sais pas quoi, et avoir des dizaines de millions de dollars? Mais ça vous fera des cancers dans vos familles, ça vous fera des accidents, ça vous fera des enfants malheureux dans le mariage. Vous payez ça. On ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est l'argent de la collectivité. Dans nos hôpitaux, les gens souffrent, les gens... Vous savez que dans ce pays, on meurt pour des petites choses. Et tout ça, c'est lié à deux mots essentiels, le détournement des fonds publics et la corruption. Donc, Eloba ata Mobutu, Yibandambo, Tikandambo, c'est une exagération. Bien sûr, il ne faut pas qu'Oïba, parce que vous voliez un œuf ou un bœuf, c'est un vol. Mais ça voulait dire que les choses se sont dégradées. Les gens, aujourd'hui, on entend tel à 70 millions ont disparu, autant ont disparu, des dizaines, c'est toujours des millions et des millions. Il faut que la jeunesse, or j'ai peur pour notre jeunesse parce qu'une partie de celle-ci semble attirée par le gain facile, par tout ce qui est or au niveau, tout ce qui brille quoi, au niveau de la politique, et non plus par le sacrifice, la volonté de servir. On est en politique pour servir. Ça, c'est mon école. Alors, ce sont mes aînés, parce que les aînés inspirent. Des aînés au Congo, on a les maîtres Nimi. Vous vous souvenez le débat belgo-congolais, les maîtres Nimi Maïdi Kangimbi, ce sont nos inspirateurs. Vous avez les Kamanda, Wakamanda, vous avez tous ces grands hommes-là, les Pinga Kasenda, vous avez le professeur Mabi Mulumba, vous avez tous ces gens-là, nos papas qu'on suivait quand on était adolescent, quand on était au collège Boboto, ici et ailleurs. Ils nous ont inspirés. Bien sûr, ils n'ont pas dans leur bilan que du positif. Nous savons que sur le plan économique et social, nous qui sommes nés sous le président Mobutu, nous savons que le bilan a été catastrophique. Et aujourd'hui, la responsabilité est la nôtre et celle de ceux qui viennent. Parce que nous qui avons 50 ans aujourd'hui, on est plus jeunes. Mais si déjà, il faut poser la question, et donc ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 30 ans, qui sont en politique, comme nous qui avons commencé, ceux qui ont 35 ans, si c'est pour faire la même chose, le pays, on dira qu'il n'a pas de chance. Donc moi, j'interpelle les jeunes pour qu'ils ne suivent pas l'exemple des aînés, ni nos torts à nous, mais au moins chez nous, ils peuvent suivre. Venez en politique pour servir, vraiment pour servir. Bien sûr, avec des hautes fonctions, vous serez payé comme il faut et tout, parce que vous avez une charge à assumer. Il y a des avantages liés mais on ne peut pas. Ne venez pas en politique pour devenir millionnaire. Vous allez maudire vos familles. Et vous ne ferez peut-être pas le lien. Mais qu'est-ce que vous, votre génération... Et non seulement qu'il y a eu ces Congolais-là, mais il y a aussi des acteurs étrangers. J'ai beaucoup suivi le débat politique en Belgique, je me suis inspiré des hommes politiques français, etc. Pour le sérieux. Pour le sérieux, bon... Le Congolais a du génie. Là, vous avez parlé de votre vision, monsieur. Oui, voilà. Mais le Congolais a du génie. Amené de positif dans la politique congolaise. Je parle ici de votre génération. Non, je crois que notre génération a montré le sens de l'engagement politique. Je vous l'ai dit, 1, on s'engage pour servir l'intérêt général. Okay. 2, qu'il faut avoir des qualités, des compétences. Je ne parle pas de diplôme, mais tant mieux si vous en avez. Mais vous pouvez être un bon autodidacte et être un grand acteur politique. Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre français, était un autodidacte. Il a été un excellent ministre de l'économie et des finances et un ancien Premier ministre. Okay. Donc ne soyons pas dans cette obsession des diplômes, c'est pas ça. De préférence, quand vous avez une formation universitaire, ça aide, etc. Mais... en politique, vous devez avoir des connaissances, vous cultivez en permanence, en autodidacte, et par des formations universitaires et tout ça, d'accord, il faut des connaissances, mais c'est pas ça le problème dans notre pays. Il faut centrer, nous avons les connaissances, beaucoup, les professeurs d'université, c'est pas ça qui manque, mais il faut centrer le débat sur les problèmes des gens. Or, si vous remarquez, vous savez qu'en France, par exemple, l'élection d'un bureau de l'Assemblée nationale, ça n'intéresse personne. Les Français ne connaissent même pas le nom du vice. Ils connaissent le nom du président de l'Assemblée, pour ceux qui suivent quand même. Mais le nom du vice-président, du questeur, non, ils ne connaissent même pas. Ils savent qu'ils sont députés. C'est pour dire que chez nous, l'attention est détournée sur la politique politicienne.
Okay. Vous voyez, et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'entre-temps, ce qui intéresse réellement les gens, c'est le travail, c'est que des entreprises créent des emplois, c'est qu'on augmente l'activité économique dans le pays, c'est que le niveau de vie augmente, c'est que l'alimentation soit assurée, que l'éducation et la santé, ce qu'on appelle des besoins humains fondamentaux, soient garantis, que la liberté, la sécurité soient des réalités. On s'est habitué au massacre, aux tueries à l'Est. Aujourd'hui, on enterre les dizaines de compatriotes qui ont été tués par un bombardement de l'armée rwandaise dans un cas de déplacés, plus exactement de déplacés internes. Hein, donc, peut-être qu'il y avait aussi des réfugiés, je ne sais pas, mais en tout cas, des compatriotes, eux, ont été tués. Et c'est ça. Quelle aide humanitaire il y a là-bas? Le gouvernement, il y a des choses que le gouvernement fait, le gouvernement sortant. Et aussi, je sais que le gouvernement Toulouka fera des choses dans ce sens. Le gouvernement congolais déploie des efforts pour l'aide humanitaire à ces populations, avec l'assistance de la communauté internationale et de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il y a des efforts militaires en termes financiers, stratégiques, d'équipements qui sont faits. Le président Tshisekedi suit ça pas à pas. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Je crois que le ministre de la Communication en parle régulièrement, mais il faut intensifier tout cela. Et parler des souffrances de nos frères et sœurs à l'Est. C'est important d'en parler régulièrement, mais c'est vrai qu'on est fatigué, n'est-ce pas? On est fatigué de voir nos frères mourir. Et donc, c'est pas facile d'en parler tous les jours. Mais d'où viendra réellement la solution si tous les acteurs politiques se mettent à pleurnicher? Absolument. D'où viendra réellement la solution sur ce qui se passe à l'Est de la République? Oui, la classe politique ne doit pas pleurnicher, elle doit continuer à dénoncer, mais ceux qui gouvernent doivent davantage agir que déplorer. Et le président Tshisekedi, à mon sens, a été parfaitement exemplaire parce que aujourd'hui, le Rwanda est mis à l'index de la communauté internationale, même si c'est pas du jour au lendemain qu'on casse tous les soutiens qu'il a. Mais le Rwanda est affaibli. Le régime Kagame est affaibli sur la scène internationale, mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est par les efforts du président Tshisekedi qui a dénoncé, martelé. Ça, ce n'est pas au niveau du discours congolais. C'est ce que vous faites gober à la population. Non, c'est réel. Mais c'est vrai, c'est réel. Mais c'est vrai que l'impact de cette action du président Tshisekedi doit être combiné avec une option militaire forte au niveau de notre pays. Mais vous en ressentirez les effets parce que tout ne se fait pas uniquement pour le présent, pour aujourd'hui, ni pour le court terme, mais pour le moyen terme et le long terme. Vous verrez que nous arriverons à bout, parce qu'en tant que politique, je ne peux pas, en tant que leader, c'est ma prétention, du sursaut patriotique en RDC, je ne peux pas nourrir le désespoir. Je dois entretenir l'espoir de mes compatriotes. La paix va revenir à l'Est à court, à moyen, à long terme. Vous savez, vous êtes déjà allé à Goma, dans le sud, Kivu et tout ça? Vous connaissez la beauté de cette partie. Vous êtes déjà allé à Massissi, comme moi. C'est d'une beauté incroyable. Hein? La région de Bukavu, les villages à l'intérieur, là, dans nos territoires, hein? Dans les territoires d'Ouvira, dans les territoires de Walikale pour le nord Kivu, les Ouvira, tous ces territoires, Chabunda, ce sont au sud Kivu, et le nord Kivu aussi. Dans l'Ituri, ce sont des régions, des zones magnifiques. Aussi magnifiques que quand vous allez découvrir le centre du pays, le paysage magnifique des rivières dans le Grand Kasaï. Hein? À l'Équateur, on a un pays magnifique, voilà. Donc il faut entretenir l'espoir, et je vous dis que nous mettrons un jour un terme à cette insécurité, aux tueries, aux souffrances de nos populations, et qu'il faut continuer à y travailler. Communication d'espoir, mais là nous allons attaquer les sujets d'actualité. Nous parlons constitution de la République démocratique du Congo. Y a-t-il réellement nécessité de réviser ou encore de changer carrément cette constitution? Avant de vous donner la parole, j'aimerais bien avoir une image de vous. Il y a de cela plus de 10 ans. Ah, votre intervention, et nous revenons tout juste après pour la suite de cette émission. Régie, image.
ce qui pose un intérêt à peuple congolais, pour un fonctionnement en Boka. Donc, Zala, à l'aise, Bandeko Banso Bazala, na Kimia, Constitution, ESA, 229 articles. 229 articles, ESA possible qu'on modifie, Oyo Tokoki qu'on modifie. Pour na yango ESA kaka concertation, pour na yango Congolais, nyonso oyo basangani bakoki ko mobiliser ba député ko senga pétition na pétition pour to modifier constitution na makamusu. Constitution na makamu ebele. Non, mais Voilà, mesdames et messieurs, c'était comme ça. Monsieur Yves Kisombe qui réagissait à l'époque, je pense, c'était en 2011, sur la révision de la Constitution. Cela est encore d'actualité aujourd'hui. On parle révision ou changement de la Constitution. Y a-t-il nécessité aujourd'hui de réviser ou de changer la Constitution actuelle? Moi, j'aime bien le plus possible répondre directement à une question, quand c'est oui ou non, et puis s'expliquer. Donc, oui, il y a nécessité de réviser la Constitution, peut-être même de changer de Constitution, mais le débat doit être dépassionné. Il est mal posé. Et je vois qu'il y a un problème de qualité de la communication dans notre pays. Il y a beaucoup de talents, et je ne parle pas des jeunes, je parle des moins jeunes, des gens de ma génération et des plus âgés. On aborde mal les choses. Tout de suite, l'enjeu c'est que Tshisekedi se cramponne au pouvoir ou non, qu'il s'éternise au pouvoir ou non. Or, le président Tshisekedi passera comme le président Kabila est passé. Joseph Kabila Kabange, président honoraire, n'est plus président depuis 5 ans déjà. Vous vous rendez compte? Vous imaginiez, vous, il y a encore pas longtemps, le président Kabila, plus président. Mais on sait, ça passe. Le président Tshisekedi passera. Nous devons l'aider à laisser la meilleure image, les meilleurs résultats possibles aux Congolais, parce qu'on passera tous. Donc moi, je ne vais pas défendre l'éternisation au pouvoir d'un homme. Le président Tshisekedi, vous savez, après 20 ans de politique, on s'assagit. Si on ne s'assagit pas, il y a des choses qu'on ne peut plus faire de la même façon. Oui, je ne peux pas montrer aux jeunes qu'il faut, même à l'époque, on n'a pas été derrière Jean-Pierre Bemba ou derrière Kabila avec une espèce de passion irraisonnée et irrationnelle. Hein? Donc, il y a des choses qu'il faut améliorer dans la Constitution. Parce que la Constitution, c'est une loi. Toute loi, il faut l'améliorer. Surtout après 10 ans, 20 ans, il y a des choses, pas toujours, hein, mais très souvent, je veux dire, pas dans tous les pays tout le temps, mais dans un pays qui est une démocratie, qui se construit, qui est encore jeune, il y a des choses à améliorer. En réalité, moi-même j'étais candidat au Sénat. Moi-même j'étais candidat au Sénat. Mais en réalité, c'est parce qu'il faut respecter l'ordre institutionnel. Et puis de l'intérieur, je n'ai pas été élu. Et je dis aux jeunes, les échecs sont nécessaires, ils sont formateurs. Ne venez pas en politique si vous avez peur de l'échec. Un homme politique n'a pas peur d'échouer. Il considère un échec comme un nouveau défi pour la prochaine bataille. Faut jamais, même quand vous perdez 10 fois de suite, il peut y avoir une victoire qui sera plus grande que toutes celles que vous avez. Vous parlez de Vital Kamerhe. Vous savez qu'entre 2009 et 2019, c'était la traversée du désert pour Vital Kamerhe. En tant qu'homme politique, il n'a exercé aucune fonction pendant 10 ans. Et il est sorti de 2 ans de prison. Aujourd'hui, on le voit, il va être élu président de l'Assemblée. On a même oublié ce qu'il a enduré. Vous voyez, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Jacques Chirac, l'ancien président français, a dû attendre 14 ans avant de devenir président. Il a été candidat malheureux en 1981, en 1988, et puis en 1995-95, il est devenu président. En s'accrochant. Hein, donc, vous pouvez tenter 10 fois de devenir conseiller communal ou bourgmestre. Vous pouvez tenter 10 fois de devenir député. Si ça ne marche pas, ça marchera un jour. Donc ça, c'est important. Mais pour revenir à la Constitution, il y a des choses. Un Sénat, ça sert à quoi en RDC? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas inutile de manière idéale, parce que la relecture, une deuxième lecture des lois, hein, un deuxième contrôle, c'est pas mauvais. Mais par rapport à un pays sous-développé comme le nôtre, on n'a pas besoin d'un financement. On peut consacrer cet argent aux routes et aux hôpitaux. Avoir une seule chambre. Demander aux Congolais si le Sénat, ça sert à quelque chose.
Dites aux Congolais, est-ce qu'il faut des élus? Ils vont vous dire oui, on a besoin, parce qu'on ne peut pas tous décider en même temps. On a besoin d'un président de la République. On a besoin de députés. Mais est-ce qu'on a besoin de sénateurs? Non. Est-ce qu'on a besoin même de députés provinciaux? En réalité, des assemblées provinciales? On n'en a pas besoin. À ce stade du sous-développement de notre pays. Est-ce qu'on a besoin de gouverneurs élus? On n'en a pas besoin. Mais on en est arrivé là parce qu'il fallait du changement par rapport à la Deuxième République où tout était fait par nomination, n'est-ce pas? Mais encore qu'il y avait les assemblées régionales à l'époque du Zaïre, hein, qui avaient les commissaires du peuple qui étaient des élus. Mais il y a quand même des réformes à faire. Moi, j'ai été rapporteur adjoint de la commission de révision de la Constitution, du Congrès. En 2011. En 2011. La loi du 20 janvier 2011 qui a modifié la Constitution en certains articles, j'en suis, avec mes collègues de l'époque, l'auteur, n'est-ce pas? J'en suis un des auteurs. Le projet est venu et la proposition de loi de quelques députés et on a donc suivi la procédure de révision de la Constitution. Donc je connais bien la Constitution, la matière de la Constitution, la procédure, la révision, je sais ce que c'est. Il y a des choses à revoir. Par exemple, les députés nommés ministres n'avaient pas le droit de rentrer à l'Assemblée. C'est pas démocratique. Ailleurs, le droit de retour existe. C'est nous qui avons instauré le droit de retour au Parlement, n'est-ce pas? C'est nous qui avons, ça c'est plus discutable, je sais, fait passer l'élection présidentielle de 2 tours à un seul tour. C'est vrai qu'il y avait un calcul stratégique, politique à l'époque. C'était pas forcément désintéressé, c'est vrai, parce que ça garantissait... Donc vous avez soutenu un changement derrière des calculs politiques. Oui, c'est vrai. Ça fait aussi partie des réalités. Il faut être honnête, hein. Mais ce n'était pas en soi mauvais pour le pays, mais ce n'était pas très objectif en réalité, parce que c'est toujours mieux qu'il y ait une plus grande légitimité quand il y a 2 tours. Okay. Hein, mais bon, en termes de financement, ça revient aussi moins cher, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? 1 milliard de dollars tous les 5 ans pour élire un président de la République. Est-ce que les Congolais ont besoin de dépenser? C'est l'argent que vous payez, que nous payons, que tout le monde paye. Vous savez que les petits commerces doivent normalement, la DGI, vous pouvez suivre les documents, même un petit ligablo, comme on dit, même une petite table. Là, vous critiquez... Non, normalement, maman, vous savez la maman qui va... à la République démocratique du Congo, pas de réviser, mais de changer la Constitution. Oui, là, il faudrait pas une modification, j'allais dire une situation de changement de Constitution. Hein? Là, on passerait à la 4e République. Parce que, effectivement, l'article 220 ne permet pas de toucher à la durée, au mandat du chef de l'État, à la forme républicaine de l'État, etc. N'est-ce pas? Mais donc, si on veut toucher à ce qui est verrouillé par l'article 220, on doit sortir de la Constitution et changer de Constitution. Mais juriste que vous êtes, oui. Quels sont les avantages du changement des constitutions? Mais ce n'est pas que ça, attendez. Les avantages, c'est quand... je vous dis par exemple, si on veut ne plus dépenser 1 milliard de dollars tous les 5 ans pour élire un président de la République, hein, il faut changer de constitution. Parce que réviser la constitution ne suffira pas. Puisque normalement on ne peut pas toucher à la durée et au nombre de mandats du président de la République dans le cadre de cette constitution du 18 février 2006. Sinon, il faut changer la constitution. Et c'est normal. Quand on change le mode d'élection du président, on change pratiquement de république. Et là, on touche aussi à la crainte des Congolais. Oui, d'accord. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas ça le plus important. Le président Tshisekedi prête serment en janvier, nous sommes en mai, il n'a pas de gouvernement. C'est aussi lié à l'état de notre Constitution. Par exemple, il faut supprimer l'investiture, ça c'est mon point de vue, hein, mais je ferai des réflexions plus globales. Il faut supprimer l'investiture du gouvernement au Parlement. C'est une perte de temps. Le président, je vais expliquer comment le président peut en 1 mois avoir un gouvernement. D'abord, on supprime l'investiture du gouvernement au Parlement. Ça sera, le gouvernement entrera immédiatement en fonction, mais il peut y avoir une motion de censure au Parlement. Le gouvernement peut demander le vote de confiance pour avoir la légitimité exprimée, mais sinon, il est légitime du fait de sa nomination. La mission d'information pour dégager
une majorité doit se faire en une semaine. Okay. En une semaine. Et ensuite, le président de la République, en un mois, sans obligation de voir le gouvernement attendre l'investiture à l'Assemblée nationale, peut avoir un gouvernement opérationnel en fonction dans un délai d'un mois au lieu d'attendre 4 mois comme maintenant. Je vous ai dit, le Sénat, il ne sert à rien dans ce pays. Je vous ai dit, les assemblées provinciales ne servent à rien. Donc, et oui, il n'y a pas que la fonction de président. Moi, je ne sais pas si le président Tshisekedi vraiment veut s'éterniser au pouvoir. Je ne le crois pas. Je pense qu'il a 2 mandats et je pense qu'il s'en tiendra à ces 2 mandats. À moins qu'il y ait une volonté populaire, je ne sais de quelle ampleur, pour lui demander de rester à sa place, n'est-ce pas? Mais si on doit changer la Constitution, ça ne doit pas être dans l'intérêt du président Tshisekedi qui est là, et je soutiens le président Tshisekedi, ça doit être dans l'intérêt du pays. Très bien. Comment voyez? Et ce n'est pas pour le président Tshisekedi que l'on dit qu'on ne veut plus dépenser 1 milliard. Vous savez ce que c'est 1 milliard de dollars? On veut que ça aille pour le bien-être immédiat des Congolais, dans les routes et les hôpitaux. Où est le mal? Comment répondez-vous à ceux qui disent que ce soit pour le changement ou la révision, c'est pas le moment de le faire? Non, ça c'est pas vrai. Il faut quitter les émotions. Hein, vous savez, Sédar a dit, hein, la raison est hellène, l'émotion est nègre. Non. Hein, vous savez, quand je vous vois, Isaac Mutombo, je vois la raison. Je vois comment l'émission est préparée, je vois l'équipe technique. C'est la raison, il n'y a pas d'émotion. Donc le Congolais a un génie rationnel. Mais le débat doit être dépassionné. Le débat est trop passionnel. Hein? Hier, nous étions avec le président Kabila, nous soutenions l'idée d'une révision de la Constitution parce que les gens pensaient que ça signifiait maintien de... Non, mais aujourd'hui, ceux qui combattaient tout changement de la Constitution sont les premiers, croyant ainsi défendre le président Tshisekedi, à être pour le changement de la... Non, ça ne doit pas être ça la raison. La raison, ça doit être la RDC, le Congo. Et il ne faut pas qualifier cette constitution de constitution des belligérants, c'est ne pas connaître la constitution. Cette constitution contient des principes républicains, démocratiques. Le multipartisme est consacré. Les droits fondamentaux y sont consacrés. C'est pas vrai, ça c'est un langage gratuit et vide. La constitution du 18 février 2006 est une constitution démocratique qui consacre les valeurs démocratiques, le pluralisme, je vous l'ai dit et je le répète, hein, qui fait une bonne organisation des pouvoirs dans le pays, qui consacre la décentralisation, les pouvoirs, les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. En théorie, c'est très bien, mais on peut l'améliorer parce qu'après 20 ans, on a remarqué qu'il y a des choses inutiles, il y a des choses inefficaces. J'en ai parlé un petit peu ici. Très bien. Avant de parler du gouvernement à venir, j'aimerais bien que vous puissiez placer un mot sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, vous étiez député national, vous avez vécu la gestion de Vital Kamerhe de cet hémicycle du Parlement congolais, comme de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut croire encore au savoir-faire de Vital Kamerhe pour changer la République démocratique du Congo si il dirigeait l'Assemblée nationale? Moi, je crois aux institutions et aux valeurs que nous partageons. Les hommes, ils passent, les hommes, ils ont leurs qualités et leurs faiblesses, mais ce sont les hommes qui sont les acteurs du changement, et les femmes, bien sûr, hein, les acteurs. Mais la force des institutions vient aussi du savoir-faire des hommes. Merci de me compléter parfaitement, Isaac Mutombo. Donc il faut les deux. Il faut des valeurs, il faut des institutions fortes, il faut aussi des hommes de qualité. Je crois que Vital Kamerhe est un homme de qualité. Il a l'expérience, il a la sagesse en plus qu'il n'avait pas, parce que c'est ça la vie, qu'il n'avait pas à ce point il y a 10 ans. Beaucoup l'a nourri, beaucoup de choses l'ont nourri, donc beaucoup de la vie l'a nourri, et donc l'a mûri. Je crois qu'il sera un excellent président de l'Assemblée nationale pour cette législature. Je lui souhaite bon retour. Je pense que c'est le destin aussi. C'est le destin. Il revient à cette fonction. On ne peut pas forcer le destin. Hein. Il a gagné une élection primaire.
Je salue aussi l'attitude démocratique exemplaire de l'UDPS, qui est notre partenaire au niveau de l'Union Sacrée. Vous savez que nous sommes signataires de la charte de l'Union Sacrée. Nous, le centre, Sursaut Patriotique, le centre, et le secrétaire général Kabouya, que beaucoup attaquent, est exemplaire. Vous voyez comment il a su faire en sorte que finalement le choix du président de l'Assemblée soit démocratique au niveau de la famille politique. Vous avez vu que la donne géopolitique a été respectée pour le choix de l'UDPS au poste de premier président, vice-président, pardon. Lui-même a renoncé à ce poste de premier vice-président, député national qu'il est, sans jamais avoir été membre du bureau. C'est pour ça aussi que... Vous voyez l'exemplarité d'Augustin Kabouya, que je salue vraiment. Et il a laissé... Alors, si vous avez Chilumbaï qui le remplace, c'est pas parce que c'est Chilumbaï et qu'il est kassaïen comme lui. Non, c'est la donne géopolitique. Comme Augustin Kabouya avait vocation à devenir premier vice-président et qu'il y a renoncé, ben, naturellement, on laisse quelqu'un de cette aire géographique-là le remplacer. Et c'est un homme nouveau, un ancien de l'UDPS, mais un homme nouveau en termes de fonction d'État. C'est bien aussi, j'aime bien ce côté de l'UDPS où on met, c'est pas toujours les mêmes. Hein, c'est pas toujours les mêmes, il y a souvent ce changement, c'est parce que c'est un parti de masse au départ. Voilà, là il y a ça, mais je voulais aussi dire qu'il serait bon que le président Mbosso soit honoré. Je comprends l'ambition qui est la sienne d'être deuxième vice-président et je le soutiens, il n'y a pas de problème. Mais je pense que s'il y a trop d'acharnement, s'il y a trop d'attaques qui font oublier même son grand âge et le prestige de sa fonction, moi je ne serais pas de ceux qui lui conseilleraient d'absolument aller à la bataille et peut-être même perdre s'il y a un autre candidat, s'accrocher. Je pense qu'il pourrait se retirer s'il le jugeait utile. Moi, je ne le verrais pas d'un mauvais œil. Il n'y a pas de mal à être candidat deuxième vice-président. C'est pas une petite fonction. Encore, vous savez, ailleurs, la culture de la démocratie, on peut avoir été Premier ministre et être candidat bourgmestre à une élection. Parce que c'est toujours le service de l'intérêt général. Très bien. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si, vous voyez le professeur, le président Bahati Lukwebo, AFDC, ils ont retiré la candidature de l'honorable Serge qui ne déméritait pas. La jeunesse, la relève, c'est important. Mais ils se sont dit, dans ce contexte-là, oui, dans ce contexte-là, ce n'était peut-être pas la bonne situation. Mais je puis vous dire que l'honorable Serge Bahati, qui est un jeune frère, un fils, il a été à l'école avec ma fille. Je connais ces jeunes-là. Ce sont des jeunes de qualité. Il a été le plus populaire aux élections chez eux là-bas, dans le sud Kivu, à Kabaré, si je ne m'abuse. Hein? Caroline Bemba, mais c'est une dame remarquable. Mais le contexte a fait que c'est pas une manière de défendre le népotisme. Non, justement, je vous dis... J'ai d'ailleurs suivi l'un de vous au sein de l'Union Sacrée, M. Willy Michiki, qui déplore le fait que le présidium de l'Union Sacrée prend tout un pays en otage. Oui, c'est ça qui est dommage, hein, c'est l'image que le présidium a donnée. Ce n'est pas l'image que, par exemple, celui qui préside actuellement l'Union Sacrée, après le chef de l'État, hein, Augustin Kabouya, qui coordonne, qui préside... qui dirige le présidium. Je sais que c'était pas... hein, ce sont les autres qui ont choisi. Vous avez vu le choix de l'UDPS. Moi, je pense qu'il y a eu une maladresse à ce niveau-là. Il aurait peut-être fallu organiser une primaire aussi pour permettre que ça ne donne pas l'impression que vous vous asseyez et vous donnez des postes à des membres de votre famille. Parce que la qualité de ces personnes, je vous garantis, elle est totale. Caroline Bemba, maman congolaise, parce qu'il faut aussi faire la promotion de la femme. 3 fois députée jusque-là. Une femme simple, humble, serviable, qui a fait des études, qui est une chef d'entreprise, qui sait gérer, qui est trésorière de son parti, etc., qui a toute l'expérience qu'il faut. Mais malheureusement, le contexte
n'a pas été favorable. Ça a donné l'impression que Jean-Pierre Bemba favorisait sa sœur, alors que Jean-Pierre Bemba n'a jamais nommé son frère ou sa sœur dans un poste depuis tout ce temps, qu'il a eu à être vice-président jusqu'aujourd'hui. C'est pas son frère ou sa sœur qui est au gouvernement pour le compte du MLC. Mais malheureusement, ça a été mal compris tout ça et c'est un peu dommage. Mais vous voyez que, s'il vous plaît, vous voyez que pour le poste de président, de premier vice-président et de rapporteur, je salue la candidature du professeur Jacques Joly Esengekeli, qui est évidemment quelqu'un de très compétent et qui sera élu sans problème, il n'y a pas de contestation à son niveau. Je soutiens aussi la candidature de Constant Moutamba pour le compte de l'opposition. J'aime cette énergie de la jeunesse, l'audace, le courage. Je demande aux députés d'élire au poste de rapporteur adjoint quelqu'un qui a cru dès le début en la République. Vous savez qu'Ensemble a joué un jeu anti-républicain, ils ont contesté l'élection du président, aujourd'hui ils veulent être rapporteurs adjoints, ils ont contesté les institutions, après ils se sont ressaisis. Pour l'opposition, on ne va pas quand même considérer ces comportements contraires à la démocratie. Donc, non, l'opposition doit être... L'opposition, il est dans son... Oui, mais elle doit être républicaine. Elle doit être républicaine. C'est ça qui est consacré. Très bien, nous terminons avec le prochain gouvernement, le gouvernement qui va tomber dans quelques jours. Gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Quelle idée, quelle image vous avez de ces gouvernements par rapport aux réalités que nous vivons en République démocratique du Congo? Dossier sécuritaire très problématique, dossier la situation sociale très critique. Quelle idée ou quelle image vous avez de ces gouvernements, ces nouveaux gouvernements? Les défis qui attendent ce gouvernement sont énormes. Donc c'est avec beaucoup de gravité que je pense à l'arrivée prochaine de ce gouvernement. Et je souhaite vraiment beaucoup de courage à cette première ministre de la RDC, Madame Suminwa Tuluka, vraiment beaucoup de courage parce qu'il faut qu'elle fasse des résultats. Pour la réussite du mandat du président de la République, pour le bien des Congolais, il faut des résultats. Tout ne sera pas fait, mais il faut juguler la crise économique qui s'enfonce, la perte de valeur du franc congolais. Il faut absolument que l'activité reprenne, que les entreprises soient soutenues, que les emplois soit augmenté en termes de création. Il faut que dans notre pays, on arrive à faire de l'agro-industrie un secteur majeur. Il faut commencer, il faut continuer à investir dans les infrastructures. Il faut bien sûr pour tout ça que le soubassement de la paix et de la sécurité, de la stabilité institutionnelle, pour le redressement économique et les avancées sociales, il faut que ça soit garanti. Il faut soutenir les FARDC pour sécuriser notre pays à l'Est et devenir une vraie dissuasion pour ce petit pays qu'est le Rwanda finalement, un peuple ami mais un régime ennemi au Congo. Et donc c'est avec beaucoup de gravité que je pense à ce gouvernement qui vient. Vous savez, le monde politique est un monde assez sexiste, assez macho. Je pense à Madame Suminwa, un peu comme à Edith Cresson, cette première ministre française, mais qui avait été malmenée par les hommes dans la classe politique. Elle n'a pas pu faire très longtemps comme Premier ministre. C'est la peur des Congolais. Est-ce qu'elle va tenir face à toutes les pressions politiques? Elle aura le soutien du président de la République et je pense que les dames congolaises sont des dames de caractère. Elle saura se faire respecter, mais il faudra qu'elle ait de la communication. C'est important. Hein, il faut qu'elle ait de la communication, qu'elle communique pas trop, hein, mais qu'elle montre qu'avec le soutien du président de la République, elle avance, elle fait des efforts. Parce que sinon, ce sera de nouveau, vous voyez, les femmes, bon, on a une première ministre, mais en réalité, elles ne sont pas capables de conduire l'action du gouvernement. Et ce qui est faux, évidemment. Et je pense, avec notre soutien, la première ministre pourra donner des résultats pour que la crise économique et sociale s'allège, que les choses s'améliorent, mais surtout qu'à l'Est, les choses aillent mieux. Et c'est ça les défis du mandat du président de la République. Je pense qu'en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pense que Madame Suminwa Tuluka Judith pourra
efficacement conduire l'action du gouvernement avec notre soutien à tous et avec le soutien surtout du président pour qu'il fasse en sorte que les caciques de la classe politique ne torpillent pas, parce qu'ils sont, vous savez, hein, on a connu ça au FCC, à la MP à l'époque, toujours prêts. Hein, ce sont des lions qui rôdent cherchant qui dévorer, cherchant comment dévorer la première ministre aujourd'hui. Ils cherchaient comment dévorer Matata Ponyo à l'époque, hein, parce qu'il faut le remplacer. Vous voyez, donc ôte-toi de là que je m'y mette. Moi, je souhaite un monde que les caciques de la classe politique ne torpillent pas, parce qu'ils sont, vous savez, hein, on a connu ça au FCC, à la MP à l'époque, toujours prêts. Hein, ce sont des lions qui rôdent cherchant qui dévorer, cherchant comment dévorer la première ministre aujourd'hui. Ils cherchaient comment dévorer Matata Ponyo à l'époque, hein, parce qu'il faut le remplacer. Vous voyez, donc ôte-toi de là que je m'y mette. Moi, je souhaite un mandat fructueux à Madame Toulouka. J'espère qu'elle pourra aller jusqu'au bout du mandat de la législature, parce qu'il faut inscrire l'action du gouvernement dans la durée. Très bien, je crois c'est un message où vous exprimez réellement votre optimisme. Je vous remets le carton tricolore. Merci. Ça va marquer la fin de notre émission. Nous avons là 3 cartons. On est dans les cartons. Voilà, les cartons rouges qui dit médiocre. Donc à chaque fois que vous brandissez ces cartons, ça devant la signifie caméra, hein. Médiocre devant la caméra. Oui. Le vert signifie excellent. Okay. Excellent, et les jaunes c'est pour la moyenne. D'accord. Le président de la République, Félix Tshisekedi, que vous avez accepté de soutenir il y a de cela beaucoup d'années, maintenant, après avoir quitté le FCC volontairement, oui, a dirigé ce pays pendant plus de 5 ans. Je prends son premier mandat et les quelques mois du deuxième mandat. Il a géré la situation sécuritaire de notre pays. Quel est le carton que vous brandissez face à la gestion sécuritaire de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo? Pourquoi les cartons verts? Parce que l'Est, c'est très compliqué et très simple à la fois. Je suis sûr d'une chose, le président Tshisekedi ne dort pas par rapport à la situation de l'Est. Aucun chef d'État, même le président Kabila qu'on a beaucoup critiqué sans connaître, Kabila ne dormait pas pour la situation de l'Est. Le président Tshisekedi, vous savez comment il a relativisé l'action du gouvernement, même avant lui et tout, par rapport à l'Est, par rapport aux difficultés. Donc je pense que c'est un défi diplomatique, militaire et populaire. Hein? Et je crois que le président fait tout ce qui est en son pouvoir pour régler l'insécurité, la guerre nous infligée à l'Est. Je dis bien tout ce qui est en son pouvoir. Ça, j'en suis convaincu. Deuxième question, gestion économique et sociale. La République démocratique du Congo, les Congolais pleurent chaque jour. Les dollars, on peut se réveiller aujourd'hui à 16, demain à 20, 30, et peut-être que nous allons atteindre 30. Tout sur les marchés, le prix augmente selon les humeurs des commerçants. Quel carton brandissez-vous face à la gestion économique et sociale de Félix Tshisekedi? Les jaunes. Pourquoi les jaunes? Parce que ce pays, et c'est aussi la responsabilité du président Tshisekedi, des gouvernements successifs, est lent dans les réformes sur le plan économique et social. On ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, on ne va pas assez en profondeur. On est en surface. Mais en même temps, si le président Tshisekedi était un mauvais gestionnaire économique, je vous dis que le franc congolais serait déjà à 5000 francs le dollar. La crise serait plus profonde parce qu'il y a la période de Covid, vous le savez, qui nous a freinés, mais nous avons bien résisté. L'élan de l'activité économique en RDC ne se diversifie pas beaucoup, mais nous arrivons à maintenir une situation économique où il y a de l'activité de manière quand même acceptable. Mais évidemment, les réformes vont pas assez vite. Il faut prendre des mesures incitatives réelles sur le plan fiscal, sur le plan administratif, pour permettre
au doing business d'être une réalité plus forte de notre pays. Ça sert à rien d'inviter les investisseurs si on ne prend pas des mesures efficaces pour qu'il n'y ait plus de tracasseries, pour que les formalités administratives soient... Le guichet unique existe, mais avec l'OHADA, on est encore dans un rythme trop lent pour l'efficacité. Parce que le bien-être social ne se décrète pas, c'est pas l'État, c'est pas les emplois de l'État. Le bien-être social, c'est pas uniquement ça en tout cas, c'est le secteur privé qui crée la richesse que l'État, que la DGI, que les régies prennent dans la richesse qui est produite. Ce sont les hommes d'affaires, ce sont les commerçants, ce sont les acteurs du secteur privé qui créent la richesse qui permet au pays d'aller de l'avant. Il faut soutenir, et on n'est pas assez efficace pour ça, mais je pense que le président Tshisekedi, qui a un œil international, est soucieux de cela autant que nous, mais c'est pas facile, un président ne peut pas tout faire dans un pays. La première signature en République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Dans l'un de son premiers discours, Félix Tshisekedi dit il va se baser sur le renouvellement de la classe politique. Entre ses propos et ses actions pour le renouvellement de la classe politique, vous brandissez quel carton? Oh mais... le président Tshisekedi, c'est l'homme des jeunes. Avec tous ces mouboutistes à côté de lui. Non, vous devez avoir un regard... Les anciens dirigeants. Oui, mais ayez un regard vraiment panoramique, complet. Okay. Sur l'aéropage politique congolais. Beaucoup de collaborateurs du président sont des jeunes, des ambassadeurs itinérants, des collaborateurs de son cabinet, des jeunes, attention, jeunes c'est par rapport aux responsabilités d'État. Je ne parle pas de la jeunesse physique uniquement, parce qu'on est jeune jusqu'à 30 ans. Après, moi-même à 25 ans, je n'aimais pas qu'on m'appelle jeune. Vous comprenez? À l'indépendance, sous Mobutu et après... ils étaient directeurs, ministres à 25 ans, députés, etc. Vous le savez. Donc aujourd'hui, la jeunesse physique, c'est pas ça, mais je parle de la jeunesse par rapport aux responsabilités. Okay. Par exemple, à 50 ans, en termes de responsabilité d'État, à 55 ans, on n'est pas vieux par rapport aux responsabilités. Le président Tshisekedi n'est pas vieux. Il a 61 ans cette année, c'est pas vieux. Vous comprenez, par rapport à ses charges. Mais il faut des vieux en âge et en expérience, et des jeunes à qui on ne peut pas demander 10 ans d'expérience. Il faut trouver chez eux le talent, les compétences, et les encadrer. Voilà, un ministre, il ne sait pas tout. Un ministre, il a un autre pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est un président qui donne de l'espoir. Alors, l'espoir, c'est un danger aussi d'un autre côté, parce que il peut être à la base de beaucoup de déceptions. Donc, je demande au président de la République de toujours écouter les critiques, même les plus acerbes, pour en tirer quelque chose. Et en tout cas, d'écouter nos critiques à nous aussi, qui le soutenons ouvertement. Le président n'a pas besoin de flatterie. Le président n'a pas besoin de djalelo. Même si, pour se détendre un peu, on peut dire fachi béton, etc. Il faut de l'optimisme et de la volonté. Mais il faut surtout de l'action. Je demande au président d'être dans l'action et toujours dans l'action. Je salue aussi la première ministre, notre nouvelle première ministre. Je demande à tous les hommes de casser tout élan de machisme et de sexisme qui visera à l'affaiblir parce que c'est une femme. Il faut qu'elle réussisse son mandat pour la réussite du mandat du chef de l'État. Et je sais qu'elle aura le soutien de toutes les femmes, à commencer par notre maman nationale, la première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Très bien. Aujourd'hui, nous étions avec l'un des élites de la République démocratique du Congo, l'une des têtes pensantes de la politique congolaise, Monsieur Yves Kisombe, Excellence Yves Kisombe, honorable Yves Kisombe, comme vous voulez. Il a bien répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup Isaac Mutombo. Merci à toute l'équipe. Merci. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique. Nous avions Denise Vouemba derrière le caméra. Il y avait Plamedi Tondo, Joël, Josué, Réma. De l'autre côté de la régie, il y avait Montréal, le Réal Pamsi Bienga, digne fils d'Afrique, qui a un travail de titan. Merci beaucoup à Prince Kinana, qui nous a aussi assisté aujourd'hui. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye.
Je relèverai combien l'honorable Némoine Tsemi et son Boudou Dia Congo marchent à contre-courant de l'héritage politique Congo dont la RDC peut s'enorgueillir. Je pense à Paul Panda Farnana, ce grand Mukongo, le proto-nationaliste qui, vraiment le premier, au début du XXe siècle, a évoqué la cause nationaliste congolaise. Je pense à Simon Padi, je pense à Simon Kimbambu et à Joseph Kasavubu, que Patrice Emery Lumumba a suivi dans son élan indépendantiste pour la République démocratique du Congo. Non, le Bas-Congo ne sera jamais le Kosovo ou le Timor oriental. Il ne sera jamais le Kurdistan. Il demeurera cette province pacifique de la République démocratique du Congo et je me battrai avec d'autres. Attendez un instant. On Emery Okunji, encore une fois. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien que le café va être après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église, akoko c'est la mutumakambote. La terre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a une preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprenez que Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on a ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.